Au nom de cette alternance habituelle de ces rencontres du commerce associé, après avoir pris de la hauteur, on va redevenir très terre à terre. Que s'est-il passé en termes économiques, chiffrés, commerciaux l'année dernière pour le commerce associé? C'est le point. Alexandra Boutelier. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none. Je me rapproche, Alexandra. Mettons-nous sur cette table. Alors, les grands chiffres. Alors, Guy en a donné quelques-uns tout à l'heure dans l'introduction. A priori, le thermomètre indique une bonne santé, mais on va détailler tout ça avec toi, Alexandra. La prochaine fois, je ferai un programme un peu différemment parce que prendre la parole derrière Van Endeven et retomber comme ça dans la réalité, c'est un peu brutal, mais j'espère que vous me pardonnerez. Ceci dit, c'est pour annoncer des bons résultats et c'est surtout pour à nouveau rendre hommage à nos adhérents et aux membres du commerce associé, puisqu'effectivement, l'année 2013, on a eu la grande satisfaction, la grande joie de constater qu'à nouveau, les résultats étaient performants. C'est une année qui a été compliquée, qui a été difficile, mais le commerce associé termine avec plus 3% de croissance. Ce qui, par rapport au commerce de détail, qui encore une fois à cette époque n'affiche pas des chiffres tout à fait officiels, mais qu'on place plutôt aux alentours d'1%, donc confère à nouveau au commerce associé une croissance supérieure à celle du marché. J'espère que vous ne vous lassez pas de ce discours. Moi, je ne me lasse pas de le répéter. Et donc, cette année 2013, on atteint les 30% de part de marché. Guy, ça fait 2 ans que vous le disiez, mais cette fois-ci, c'est vrai. Vous pourrez continuer à le dire. Vous avez un petit peu d'avance, mais donc c'est bon. On est à 30%. La peau de banane. Oh non, pas du tout. Et donc, 30% qu'on réalise grâce aux 142 milliards donc, qui ont totalisé le chiffre d'affaires du commerce associé. Donc je disais, c'est une année qui a été compliquée, c'est vrai, vous le savez tous, pour diverses raisons. Ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'il y a eu énormément de mouvements dans tous les sens. C'est vrai que les réseaux ont augmenté. Il y a eu des départs, des fermetures de magasins qui, pour la plupart, ont été liés à des agrandissements, des déplacements de concepts, des mises aux normes, des exigences peut-être un peu plus qualitatives de certains groupements qui ont donc eu le courage, je ne rentrerai plus dans le reste du débat, mais le courage de fermer quelques magasins. Mais au résultat, le solde est positif et il y a eu beaucoup d'adhésions, donc beaucoup de commerçants qui existaient déjà sous une autre enseigne ou qui étaient encore isolés, qui ont rejoint le commerce associé. Donc on a 1600 adhésions nouvelles cette année. Il y a eu des créations aussi, elles sont pratiquement au nombre de 700. Donc au total, c'est plus de 42 000 magasins et points de vente et également hôtels et donc certains dans la prestation de services qui totalisent les réseaux du commerce associé. C'est plus de pratiquement 31 000 entrepreneurs. Donc c'est beaucoup de mouvements et ça, je pense que c'est vraiment le signe le plus représentatif avec bien sûr aussi des créations d'enseignes puisqu'on en a maintenant 148 et important aussi, tous ces développements se font avec les hommes et les femmes, mais tous ceux qui travaillent. Et on a maintenant plus de 516 000 salariés au sein du commerce associé. Donc une croissance également de l'emploi, de la création de l'emploi, qui est à la hauteur de la création du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'année après année, tu expliques à chaque fois d'ailleurs qu'il y a un delta de performance entre le commerce associé et le reste du commerce ou du niveau de consommation générale. Comment ça s'explique aussi longuement? On n'est plus au stade de l'accident, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de structurel, de fondamental qui le justifie? Alors, il y a forcément tout plein de raisons. La première, je pense que c'est le thème de ce matin, c'est pas un hasard si on a choisi de vous en parler, c'est la prise de risque. C'est qu'effectivement, ce sont 31 000 entrepreneurs qui, chaque jour, en tant qu'entrepreneurs, avancent, vont de l'avant et donc prennent des risques, initient, innovent, et on va en avoir quelques exemples tout à l'heure. Il y a aussi, toujours en tant qu'entrepreneur, la flexibilité, la présence dans le point de vente, la connaissance à la fois de son magasin, mais également de ses consommateurs. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a ce qu'on appelle, dans nos organisations, on est du capital patient, donc on investit sur le long terme. On n'est pas dans le coup, dans l'immédiateté, dans la nécessité de délivrer du résultat pour du dividende dans le cours de l'année. Les décisions sont prises, les investissements, quelle que soit la difficulté économique du moment, les décisions d'investissement qui étaient prises, elles sont maintenues
dans le long terme. Moi, je me souviens d'un adhérent un jour qui me disait cette année, on va faire une très mauvaise année, mais on a prévu d'investir 5 millions et on va investir 5 millions parce qu'on sait que pour la pérennité du réseau et de l'entreprise, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que c'est, entre autres, un des éléments qui est la résultante de ce résultat-là. C'est qu'on investit dans le long terme, quel que soit l'environnement, quels que soient les soubresauts, on s'inscrit vraiment dans la pérennité. Les chiffres, Alors, encore je une fois, connaissais le capital risque, pour reprendre le mot du jour, je ne connaissais pas le capital patient. Mais Ah, tu as pas effectivement, lu c'est notre une bonne livre. image. Mais c'est une bonne image. 2013, Alexandra, a été aussi marqué par beaucoup de recrutements, beaucoup d'arrivées de nouveaux entrepreneurs. C'est plus que d'habitude. Qu'est-ce qui explique que... Oui, il y en a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus d'adhésions. Il y a à peu près un delta de 400 adhésions supplémentaires. Peut-être le fait, probablement le fait que d'abord nos enseignes sont attractives, hein, faut pas se le cacher non plus. Elles sont performantes, elles donnent envie, elles innovent beaucoup. Qu'on est aussi dans une période qui est difficile, donc a fortiori les raisons qui font qu'on rejoint un réseau qui est pour rompre l'isolement, bénéficier de tout le savoir-faire accumulé par certains, le savoir-faire accumulé par les anciens et puis qu'on enrichit avec les nouveaux, ça c'est important. Et je pense que tous les facteurs qui font qu'en temps normal, on a envie de rejoindre un réseau sont encore plus exacerbés en période difficile et donc donnent encore plus envie, quand c'est compliqué, de bénéficier de ce savoir-faire et de cette expérience. Alors, un dernier point qui va être réglementaire, puisqu'en ce moment, à l'Assemblée, enfin, d'ailleurs, je crois que ça a commencé au Sénat et on en est à l'Assemblée, c'est la loi ESS pour l'économie sociale et solidaire. Il y avait deux sujets sur lesquels les coopératives attendaient des évolutions. Il y avait la coopérative financière et il y avait le rôle et l'activité possible des têtes de réseau. Alors, ça n'est où? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui a été décidé, voté? Qu'est-ce que vous avez obtenu? D'abord, si on fait partie de cette loi, c'est parce qu'on représente les coopératives et que les coopératives font partie de l'ESS. En fait, il y avait un peu plus de points. Il y en avait 4-5. Je dois reconnaître qu'on a beaucoup travaillé avec les équipes ministérielles, les différentes directions, et qu'il y a eu énormément d'écoute de leur part. J'avoue qu'on avait rarement travaillé dans telles conditions. C'était d'autant plus important que c'était vraiment le cœur du réacteur pour nous. Il y a eu une très bonne écoute et finalement, tout ce qu'on leur a proposé pour améliorer et accompagner le développement des coopératives a été retenu. Alors on est passé au Sénat, on n'en est qu'à la première lecture à l'Assemblée. Pour l'instant, on a vraiment une très très bonne écoute. Aucun des points qu'on avait proposés n'a été remis en question. Maintenant, seulement 2 ont été validés pour des raisons de modification de texte, etc. Donc effectivement, tu évoquais le fait qu'on avait demandé déjà à ce qu'on puisse assouplir ce qu'on appelle le principe d'exclusivisme. C'est-à-dire qu'à ce jour, pour les coopératives de commerçants, elles ne peuvent délivrer de services exclusivement qu'à leurs membres, ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles coopératives. Et étant donné la difficulté du marché, la compétition et la concurrence qui sont toujours un peu plus importantes, il était important, il nous semblait, pour certains de nos adhérents, de pouvoir bénéficier de cet assouplissement. En gros, c'est-à-dire pouvoir, s'ils le souhaitent, bien sûr, si c'est inscrit dans leur statut, si leurs adhérents le valident, proposer des services à hauteur de 20% à des entreprises qui ne seraient pas membres de leur coopérative. Donc là, c'est un des points vraiment importants. Élargir le spectre, premier point. Oui, des bénéficiaires des services, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la coopérative financière. Alors, c'est pas encore validé, puisqu'il y a encore des passages qui doivent avoir lieu, mais c'est dans de bonnes voies quand même. Donc c'est quelque chose qui existe, mais c'était important pour nous de le faire inscrire dans les textes, parce que c'est une reconnaissance qui nous semble fondamentale pour la pérennité de nos réseaux. Donc c'est de leur permettre de se doter d'outils financiers qui assurent la pérennité, la transmission, etc. Et puis c'était aussi l'occasion de reconnaître ce qui se fait aussi, mais de l'inscrire aussi dans les textes, que l'évolution de l'environnement faisait que les coopératives avaient également évolué dans leurs activités, qu'elles n'étaient plus simplement mutualisation d'achat, mais outre le marketing et l'enseigne, et notamment avec l'apparition du e-commerce, elles avaient aussi une activité de vente. Et il était important pour nous de la faire reconnaître, de la faire inscrire. Et puis, il se trouve que ça a quelques incidences dont on parlera un autre jour, mais qui étaient très positives, donc qui ont fait qu'on a demandé. Et puis, on a aussi demandé à inscrire l'outil de pérennité des réseaux, de pérennisation des réseaux, donc qui est le droit de préemption que nous pratiquons, qui aura un mode de fonctionnement un peu différent, pas tout à fait le droit de préemption, mais qui est une reconnaissance quand même très importante dans les textes de la nécessité pour nos réseaux de s'organiser pour se pérenniser dans le temps.
Voilà les points principaux. Et juste en une phrase pour terminer, le calendrier, c'est quoi? On en est donc à la lecture à l'Assemblée après celle du Oui. Sénat. Alors là, Ça peut être effectivement, ils décidé ont commencé par le Sénat. La lecture à l'Assemblée était là cette semaine. Donc voilà. Et donc après, on va retourner au Sénat, on va retourner à l'Assemblée. Donc je pense que c'est milieu, second semestre, fin d'année. On n'a pas encore le calendrier définitif, mais pour l'instant, c'est dans notre voie. Après, il y a des difficultés aussi de ministère, mais c'est... Bon, en tous les cas, ça va dans le bon sens pour résumer ce qui se passe en ce moment au sens réglementaire. Merci Alexandra, vous pouvez l'applaudir.